Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wealth 3.0, l'émission consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Rebibaud, CEO de Trax. Bonjour Lionel. Bonjour. Ces dernières semaines, on a vu quand même un regain d'intérêt sur les marchés crypto, qui s'est matérialisé par une progression du marché des cryptos. Certaines cryptos ont fortement progressé, certaines de plus de 100%. On a pu voir certaines métriques, ça s'est traduit par des flux entrants aussi sur ce nouveau marché. Est-ce que tu peux nous faire un point, justement, un point marché où on en est aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a un point qu'il faut noter, c'est que la crypto n'est pas morte. En 15 ans d'existence, on est passé littéralement par toutes les couleurs, mais elle est pas morte, elle est bel et bien là. Pour parler du Bitcoin, c'est rassurant de voir que ses attributs ont été validés, notamment la valeur refuge en temps de crise géopolitique, en temps de problèmes macroéconomiques, notamment l'inflation galopante qu'on a connue ces dernières années. C'est rassurant de voir que le Bitcoin a joué son jeu là-dessus. Et c'est encore plus rassurant, je dirais, de voir que les altcoins, donc les cryptos qui ne sont pas du Bitcoin en gros, ont aussi perduré malgré toutes ces séries d'événements qu'on a connus. C'est relativement rassurant de voir qu'elles sont encore ici. Pour ce qui concerne le rallye récent, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est de mettre les choses dans le contexte. On a vu déjà quelle était la base. Il faut voir qu'on vient de très loin parce qu'il y a une série malheureusement d'événements relativement négatifs qui ont pesé sur le secteur. Je pense notamment à FTX bien sûr, mais il y a eu tout ce qui avait précédé l'histoire d'FTX, donc l'histoire de Celsius, l'histoire de 3AC, l'histoire de... Voilà, il y a eu toute une série comme ça d'événements négatifs qui ont vraiment pesé sur le sentiment et c'est assez facile de regarder certaines métriques. Type RSI, Fear and Greed Index, etc., qui montrent que très clairement on était vraiment au plus bas du plus bas en termes de sentiment. Et ça s'est bien ressenti aussi au niveau du positionnement. Je pense que ça, c'est un contexte qui est extrêmement important à soulever, à mettre en avant. Enfin, vraiment, les gens étaient sous-exposés à cette classe d'actifs, voire short à cette classe d'actifs. Si on regarde le short interest qu'il y avait sur notamment certains instruments type PerpSwap, et le taux de financement sur certains de ces mêmes instruments. Donc vraiment, l'environnement était vraiment propice. Il suffisait d'une petite étincelle en fait pour faire repartir la machine. Et le dernier point, c'était vraiment les effets techniques, si tu veux, parce qu'il y avait du coup la disparition, l'assèchement assez net des liquidités sur le marché. Donc voilà, il suffisait encore une fois une petite étincelle pour exacerber le mouvement haussier. Donc voilà, donc ça c'est le contexte. Après plus spécifiquement, je pense que à peu près tout le monde on a entendu parler. Il y a premièrement en tant qu'élément déclencheur, tu as l'ETF BlackRock. Ça assoit la crédibilité de cette classe d'actifs, de l'écosystème, ce dont on avait vraiment besoin. On parlait justement juste avant entre nous de la perception que certains acteurs avaient encore de cette classe d'actifs. Voilà, le fait que BlackRock rentre, ça permet vraiment d'asseoir la crédibilité. Ce qui est un point extrêmement positif. Le deuxième point majeur qui était un gros événement déclencheur, je pense, c'est l'arrivée du halving. Le halving du Bitcoin qui a énormément d'effets positifs, dont un pour moi qui est le plus important, qui est que les mineurs, lorsqu'ils vont valider des blocs, sont récompensés sous forme de Bitcoin. Et ces Bitcoins, en fait, ils les monétisent et ils les vendent. Là, le halving, mécaniquement, va diviser en fait par deux le nombre de bitcoins qui vont leur être attribués en termes de dédommagement pour miner des nouveaux blocs. Donc, c'est d'autant moins de pression vendeuse sur les marchés qui vont arriver. Donc, c'est extrêmement positif. Et après, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à ça, je dirais, en toile de fond. Tu as aussi l'environnement macroéconomique qui est un petit peu plus favorable maintenant, en tout cas. En matière d'inflation, c'est vrai que ça se tasse pas mal et ça profite de façon générale à tous les actifs risqués. Et bien entendu, le Bitcoin, la crypto de façon générale, c'est sur le spectre du risque qui est le plus au bout possible. Ensuite, tu as l'environnement réglementaire qui est en train de se préciser. Tu as bien sûr MiCA en Europe qui est en train d'arriver, mais tu as aussi à travers le monde, je pense notamment en Asie, dans les pays du Golfe, etc. Et tout ça, c'est très structurant en fait pour l'écosystème. Donc ça assoit vraiment encore une fois la crédibilité. Et le dernier point qui, à mon sens, est peut-être le plus important de tout, c'est qu'il y a une adoption grandissante en fait de cette technologie sous-jacente, des applications qui se créent, de véritables cas d'usage qui se créent, et ça se
traduit par une appréciation de la valeur de ces jetons qui sont émis par ces mêmes protocoles et blockchains. Donc c'est relativement positif. Non, mais c'est vrai que tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, on a vu une sorte, à nouveau, une décorrélation entre, par exemple, les marchés actions, les marchés traditionnels et les cryptos en classe d'actifs. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant parce qu'on a vu en 2022, 2021, quand même une corrélation assez importante sur le long terme. Mais là, on revoit une décorrélation parce que peut-être les sous-jacents de fluctuation de prix ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, les déterminants de prix sont complètement différents et c'est ce qui rend la classe d'actifs extrêmement intéressante. Exactement. Et bien justement, avec ces intérêts, on a vu l'intérêt pour la classe d'actifs des institutionnels rentrer massivement. Tu as cité BlackRock, il y en a d'autres, Fidelity et autres. Mais pour un particulier ou pour demain un conseiller en gestion de patrimoine, multifamily office qui veut conseiller ses clients, quelles sont les différentes façons d'accéder à cette classe d'actifs ? Je mettrai juste une petite nuance là-dessus sur le regain d'intérêt des investisseurs de façon générale. Alors oui, il est relativement marqué du côté des investisseurs particuliers. J'imagine que les CGP qui nous écoutent reçoivent eux-mêmes de la demande naturelle grandissante de la part de leurs clients finaux. En revanche, c'est un petit peu moins vrai, je pense, pour les institutionnels, même s'il y a encore de très beaux effets de l'annonce, c'est quand même à la marge pour l'instant. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que oui, ils préparent des efforts blockchain et crypto, mais ça reste assez lent dans l'ensemble, à quelques exceptions près, notamment aux États-Unis ou en Allemagne, où ils avancent beaucoup plus rapidement. Mais dans l'ensemble, les instituts sont pour l'instant beaucoup plus lents. En termes d'accès, alors bien sûr, il y a la plateforme Trax, donc Trax.io que je représente, qui a pour vocation de faciliter l'accès à cette classe d'actifs de façon simple, sécurisée et strictement conforme d'un point de vue réglementaire, puisqu'on est 4 fois PSAN. On était parmi les premiers PSAN. Donc on offre une approche via des paniers indiciels qui permettent d'avoir une exposition globale ou une exposition plus niche sur des thèmes type finance décentralisée, NFT, métaverse, etc. De façon générale, il y a différents modes d'accès. Je dirais, il y a la façon un petit peu native, il y a les plateformes d'échange dites centralisées, type Binance, UOB, où là, je mettrais quand même en garde les auditeurs sur le fait qu'il y a quand même des risques de contrepartie non négligeables sur ces plateformes, dans le sens où elles sont également dépositaires. Ce ne sont pas des plateformes uniquement d'échange, contrairement à ce que le nom évoque. Elles gardent aussi les fonds des clients et malheureusement, elles ne ségrèguent pas ces fonds typiquement. Et elles les hypothèquent pour proposer d'autres produits ou services. Donc, ce qui augmente nettement en fait l'exposition au risque de ces plateformes. Il y a le deuxième approche native, c'est ce qu'on appelle les échanges décentralisés, les DEX, où là, il y a des risques qui sont largement moindres par rapport à ceux qu'on peut avoir sur les plateformes d'échange centralisées. Le gros problème, en revanche, c'est l'accessibilité, puisqu'il faut avoir son propre wallet, il faut avoir sa ledger. Déjà être en crypto. Voilà, il faut déjà être en crypto, en fait, même si il faut reconnaître que l'expérience utilisateur s'améliore nettement de jour en jour. Et je pense que ça va à terme cannibaliser à peu près toutes les solutions qu'on connaît aujourd'hui, mais on a horizon peut-être 7 à 10 ans. Donc ça offre beaucoup plus de sécurité, mais l'accès n'est pas forcément parfait. Il y a les voies après qui sont plus traditionnelles, donc les ETP. Tu parlais des ETF, à défaut d'avoir des ETF aujourd'hui, il y a quand même l'accès aux ETP via des plateformes plus traditionnelles. De même, on peut accéder à des produits dérivés qui traitent notamment sur la CME ou la CBOE, en passant par son agent bien entendu, mais néanmoins, on peut y accéder en toute simplicité. Le problème, c'est la liquidité. Elle est moindre par rapport à celle qu'on connaît sur les plateformes en dehors des marchés organisés, je dirais. Et il y a aussi le problème de limitation d'offres, en fait, parce que c'est très confiné au Bitcoin aujourd'hui. Et à l'Ether dans une moindre mesure, mais c'est tout, partout où il y a le jeu entre guillemets, en fait, on ne peut pas gagner cette exposition par ces voies traditionnelles. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces éclairages et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.